Voilà pour le sommaire. Mboloani, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Direction le palais du bord de mer avec la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au couple présidentiel. Et c'est le corps diplomatique accrédité au Gabon qui a ouvert le bal de cet événement au palais Rénovation de Libreville. Communication présidentielle. 2025, un enjeu capital se profile à l'horizon de cette nouvelle année, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. En cette cérémonie de présentation de vœux, le corps diplomatique, par l'entremise de son doyen, le diplomate Luambo Songo François, ambassadeur de la RDC au Gabon et au-delà de la traditionnelle présentation des vœux au couple présidentiel, a relevé et félicité le dynamisme et les avancées quant au respect de la feuille de route du CTRI et du plan national de la transition. Parmi les réalisations, je citerai le dialogue national qui s'est achevé sur une note d'espoir avec la présentation des rapports finaux incluant diverses propositions de réformes sur le plan politique, économique et social dans le but de restaurer l'ordre constitutionnel au Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, grâce au changement apporté au système électoral, la transparence et l'intégrité du processus démocratique se sont sensiblement améliorées, facilitant ainsi la mise en place d'une gouvernance plus participative et efficace. Les élections référendaires du 16 novembre 2024 sur le projet de la nouvelle loi fondamentale constituent une forte illustration. En prenant la parole à son tour, le chef de l'État a réitéré l'engagement et les progrès des actions menées par le CTRI et de la vivacité des partenariats ainsi que la coopération bilatérale et multilatérale qui participent au développement inclusif. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en tant que représentant de la communauté internationale, vous êtes des observateurs avisés de la vie institutionnelle, économique et sociale de mon pays. Je dirais même que vous êtes les grands témoins de notre quotidien collectif. À cet égard, je me réjouis de l'intérêt que vous portez à la mise en œuvre du chronogramme de la transition actuellement en cours. Comme vous le savez, cette période de transition entend rétablir la confiance entre le peuple gabonais et les pouvoirs publics, réformer les institutions, lutter contre la corruption et impulser un développement économique durable à notre pays. Le président de la transition a invité le corps diplomatique à maintenir la vitalité de leur coopération et entend lancer cette année des initiatives afin d'accueillir la grande famille de l'Union africaine, mais également de célébrer le 60e anniversaire de l'OIF au Voilà, s'en est suivi les forces de défense et de sécurité qui se sont également pliées à l'exercice de présentation des vœux au couple présidentiel. Un moment solennel durant lequel l'ensemble des commandants ont renouvelé au chef suprême des forces de défense et de sécurité leur engagement à œuvrer au maintien de la paix et à la sécurité dans le pays. Compte rendu. Les forces de défense et de sécurité, elles aussi, se sont pliées au traditionnel exercice de présentation des vœux au couple présidentiel en cette nouvelle année. Circonstance durant laquelle les différents commandants en chef des forces de défense et de sécurité ont témoigné au chef de l'État toute leur reconnaissance ainsi que leur disponibilité à œuvrer en faveur de l'existence véritable, armée-nation au service du peuple et des intérêts de la patrie. Le rayonnement nouveau et l'opérationnalité de notre armée davantage écrit en lettres d'or depuis le coup de libération du 30 août sera bien consolidé et préservé comme acquis. L'année écoulée, sous votre conduite éclairée, restera gravée dans l'histoire de notre pays
comme une période de renaissance, animée par un sens aigu de l'intérêt général, de la justice sociale et de l'amour pour notre patrie. Vos orientations ont permis d'engager des réformes majeures. Vous avez su redonner espoir au peuple gabonais. Votre implication pour l'amélioration du cadre de vie et de travail des gendarmes a été sans précédent. Il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que cet effort républicain se poursuivra. Les défis à venir sont nombreux, mais soyez rassurés que les forces armées gabonaises, la Direction générale du service de santé militaire et la Direction générale du génie militaire sont prêtes à les relever avec professionnalisme, courage et dévouement. Face aux exigences sécuritaires protéiformes, vous avez manifesté votre intérêt quant à l'augmentation de la capacité opérationnelle de notre composante. Plus que jamais, les forces de police nationale demeurent mobilisées et s'inscrivent dans la droite ligne des idées fondamentales qui sous-tendent votre vision. Enfin, je saisis cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre les forces de défense et de sécurité. Cette synergie, particulièrement visible lors des opérations et les missions conjointes que nous menons sur le terrain, est essentielle pour garantir l'efficacité de notre action et la sécurité de nos concitoyens. Le respect des droits de l'homme en milieu carcéral ainsi que l'amélioration des conditions de vie de l'agent de la sécurité pénitentiaire sont au cœur de vos préoccupations. C'est dans cette perspective que des travaux de construction et de réhabilitation des établissements pénitentiaires contribuant à l'amélioration des conditions de détention ont été entamés sur l'ensemble des établissements pénitentiaires pour rester en phase avec les principes fondamentaux des droits de l'homme. La cérémonie des vœux au couple présidentiel est un instant solennel. L'ensemble des forces vives de la nation se plieront à leur tour à cet exercice républicain. Et en réponse à ces vœux, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s'est réjoui de la dynamique impulsée au sein de nos forces depuis le 30 août 2023, avant d'inviter ces derniers à maintenir le cap. Communication présidentielle. Une armée au service de la nation, valeureuse et digne d'envie. C'est le vœu formulé par le président de la transition, chef de l'État, chef des forces de défense et de sécurité, Brice Clotaire Oligui Nguema, devant et à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Je voudrais vous assurer que les efforts en vue du relèvement significatif de l'ensemble de vos capacités opérationnelles, humaines et techniques se poursuivront en 2025. Mais il va sans dire que ces efforts du haut commandement doivent se traduire par un meilleur engagement des hommes sur le terrain et un niveau de professionnalisme plus exprimé. Très attentif aux différentes allocutions circonstancielles, le chef de l'État a dit s'engager pleinement au renforcement de l'outil de défense avant d'attirer l'attention de tous sur le respect des principes fondamentaux, notamment le respect et la valeur de la notion du secret, ainsi que des missions régaliennes de l'armée, en condamnant pour sonner le glas de toutes sortes de bavures et d'errements. Une annonce forte également, celle de la mise à disposition de 3000 postes budgétaires au personnel paramilitaire. Cette première journée de vœux au président de la République et à son épouse Zita Oligui Nguema s'est achevée dans une chaleur démontrant la volonté et la cohésion de tous autour de nombre d'idéaux, la paix, la concorde, la fraternité, la cohésion et la sécurité pour tous. Et justement, pour communiquer cette actualité, notamment en rapport avec les présentations de vœux au couple présidentiel, nous recevons sur le plateau Dr Frédéric Mba Misang. Il est maître assistant KMS-UOB, spécialiste des questions sécurité et défense. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau pour justement décrypter cette adresse ou encore ces présentations de vœux au couple présidentiel. Première question, dans quel esprit, docteur, s'inscrit cet acte symbolique ?
Il faut dire que la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État par les forces de défense et de sécurité est un rituel qui s'inscrit dans le protocole de l'État. Chaque année, le président de la République entend recevoir les vœux de tous les chefs de corps qui viennent pour faire le bilan de leur activité et en retour présenter au président de la République quelques doléances pour l'efficacité de leur corps. Donc cette cérémonie s'inscrit, comme je le disais, c'est un rituel républicain qui rentre dans le cadre de... Alors, on l'a suivi. Les chefs de corps se sont exprimés. Que peut-on retenir de leur adresse? Qu'attend-il en fait du chef de l'État? Il faut dire à l'unanimité que tous les chefs de corps ont salué la vision du chef de l'État depuis le 30 août. Ils ont vu que ce président est un grand manager. Il a la vision pour le Gabon, il a également la vision notamment pour l'armée. Mais cela n'étonne pas parce que lorsqu'on connaît la sociologie du milieu militaire et surtout lorsqu'on fait référence à la trilogie clausewitzienne de la guerre qui se décline comme suit: au sommet nous avons la politique, en deçà nous avons la stratégie et en bas nous avons la tactique. Vous voyez, la politique est chargée de mettre en place une certaine vision de la défense nationale. Parce que je tiens à le préciser, l'armée c'est pas la défense nationale. La défense nationale est un vaste programme politique. Mais l'armée fait partie des composants de la défense nationale. Or, c'est le politique qui décide justement des grandes orientations que la défense doit atteindre. Et la stratégie est là pour mettre en place les différentes stratégies qu'on va donner à la classe tactique pour appliquer sur le terrain. Nous avons la chance cette année, et disons ces 2 dernières années, d'avoir un chef de l'État qui incarne à la fois la politique en tant que chef de l'État, en tant que président de la transition, mais également la stratégie parce qu'il est lui-même général. Donc du coup, lorsqu'il s'agit de concevoir la vision générale de l'armée et les stratégies qui vont avec, il est au four et au moulin, et ça n'étonne pas aujourd'hui que l'armée gabonaise puisse devenir une force professionnelle avec j'ai envie de dire, avec toutes les politiques de développement que le président a pu impulser depuis qu'il est au pouvoir. Force professionnelle, et cela passe évidemment par la formation, justement au cœur de ces échanges, la formation figurée en place. Pourquoi? Oui, il n'y a pas d'armée sans formation. Le rêve de la professionnelle, enfin, je vais dire, le rêve d'une armée professionnelle passe par la formation. Et c'est la professionnalisation de l'armée que le Gabon a engagée depuis les années 98, pour ceux qui connaissent l'histoire de la professionnalisation de l'armée au Gabon, tient justement à apporter à l'armée des éléments nécessaires pour pouvoir non seulement se spécialiser, mais aussi pour pouvoir mieux gérer les carrières de leurs agents. Donc la professionnalisation de l'armée par la formation pointe à la limite 2 secteurs. Le secteur de la formation qui concerne la spécialisation des agents, mais aussi le secteur de la gestion de leur carrière. Et aujourd'hui, tous les chefs de corps ont exprimé à l'unanimité leur souhait de voir le président de la République mettre un accent de plus sur ce sujet. Merci docteur d'être passé sur Gabon Première pour ces explications. Je rappelle que vous êtes docteur Frédéric Mba Missang, maître assistant Kames Yobé, également spécialiste des questions sécurité défense, une première comme dans le pays. Merci. Nous restons, ou encore nous allons direct au palais Rénovation de Libreville, car juste après les prestations de vœux, et oui, une délégation d'hommes d'affaires saoudiens ont échangé avec le président de la transition, qui ont émis évidemment le souhait d'accompagner le pays dans son projet de restauration infrastructurelle. La destination Gabon, la présence à Libreville du vice-président des affaires politiques d'Arabie Saoudite au cabinet du président de la transition, chef de l'État, en est la parfaite illustration. Ce dernier est venu soumettre au président Brice Clotaire Oligui Nguema son vœu d'accompagner le Gabon dans divers domaines infrastructurels. Nous avons discuté de plusieurs projets qui permettront de raffermir les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et le Gabon. Par ailleurs, nous avons discuté de l'accord CEPA, un accord de partenariat économique stratégique
entre les deux États. Ensuite, nous avons discuté de la possible exonération des visas entre le Gabon et les Émirats arabes unis. Imaginer, dessiner des plans et lever des tours et des ponts réhabilités, tracer des routes, aménager des voiries, apporter de l'eau, créer des parcs, découvrir et investir dans de nombreux métiers, s'inscrire dans le futur et la vision du Gabon. Ces derniers se disent disposés à tout mettre en œuvre dans le cadre d'un partenariat. En ce qui concerne les secteurs qui ont été évoqués, je dirais de manière amassée l'exposition, les logements, l'aviation civile, entre autres. Une rencontre chaleureuse au cours de laquelle le président de la République s'est réjoui de l'intérêt accordé au Gabon par ses hôtes, à qui il a promis d'apprécier l'offre soumise à son attention de manière pragmatique et efficace. Et puis avant la suite de ce journal, cette note très importante, suite et fin de la cérémonie des vœux au président de la transition. Demain, vendredi 10 janvier 2025, le programme se décline ainsi qu'il suit. À 10h, vœux de l'administration centrale, des institutions et syndicats. 15h, vœux de la presse au deuxième étage et à 16h, vœux du personnel de la présidence à la salle des banquets. Activité gouvernementale à présent. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Dansima, s'est entretenu avec les membres de la Confédération syndicale gabonaise. Objectif, trouver des solutions face au climat qui prévaut dans cette confédération syndicale. Communication primature. Confrontés à un bicéphalisme au sortir du congrès de 2019, les membres de la COSIGA, tendance Philippe Ndjoula, sont venus solliciter l'arbitrage du Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima. Depuis 2019, au sein de la COSIGA, selon les statuts, nous avons d'abord eu un conseil national qui préparait le congrès. Nous sommes allés au congrès. Lors de ce congrès, c'est le camarade Ndjoula qui a été élu. Le camarade Mbangema n'a jamais été candidat. Seul Ndjoula a été candidat et a été plébiscité. Mais nous sommes surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, le camarade Mbangema et son groupe s'octroient le privilège d'une COSIGA. Laquelle COSIGA? Au moment où nous parlons, nous avons plus de 3 décisions du tribunal qui donnent raison au camarade Ndjoula. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir le Premier ministre, le chef du gouvernement, pour essayer de mettre de l'ordre à cette situation. Homme de principe et respectueux de l'état de droit, le chef du gouvernement a dit saisir le ministre du Travail pour mettre un terme à cette situation. Lors des rencontres entre les confédérations, récemment, le ministre a appelé les confédérations par rapport au Code du travail. Nous n'avons pas été invités. Notre COSIGA n'est plus associé parmi les confédérations du Gabon. Le Premier ministre a dit qu'il prendra la décision qu'il faut. Créée en octobre 1969, la Confédération syndicale gabonaise compte à ce jour 75 syndicats et 19 confédérations syndicales. Dans la même journée, Raymond Dansima a reçu le vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement été axés sur le bilan des activités de l'année écoulée et les perspectives. Compte rendu. Présenter le bilan des activités opérationnelles de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, exercice 2024, au Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima. Quel est le bien fondé de cette entrevue entre les deux personnalités et leurs collaborateurs respectifs, au-delà des vœux de nouvel an formulés au patron du gouvernement? Nous avons présenté 2 principaux résultats au Premier ministre. D'abord, sur l'activité opérationnelle, la BDAC a eu à décaisser environ 34 milliards de francs CFA pour les 6 pays de la CEMAC. Et sur ces 34 milliards, le Gabon en a bénéficié d'à peu près 13 milliards, ce qui fait 43% du montant des décaissements effectués par la banque au cours de l'exercice 2024. Les chefs d'État de la sous-région se sont réunis dernièrement à Yaoundé au Cameroun, au cours d'un sommet extraordinaire au cours duquel ils ont pris des décisions concernant l'activité économique et financière au niveau de la sous-région. Donc, ce sont ces instructions-là que nous, en tant que BDAC, mettons en œuvre pour que la CEMAC se porte de mieux en mieux. Un plan d'urgence avec des projets structurants pour l'année 2025
a également été présenté à l'autorité de la transition. En ce qui concerne maintenant les perspectives pour 2025, nous avons présenté au Premier ministre le plan d'urgence de la banque pour l'année 2025 avec les projets porteurs que nous comptons mener à bien. Les responsables de l'institution financière de la sous-région d'Afrique centrale ont reçu le soutien indéfectible du Premier ministre au nom du Gabon. À noter que 5 compatriotes représentent le pays au comité de direction de la BDAC. La banque sous-régionale a été créée en 1975. Vendredi 10 janvier que la session extraordinaire du Parlement va s'ouvrir. En toile de fond, examen et adoption du projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise. Le point avec Jerry Mbougou Bivigou et Rodolphe Eyelemve. Pas à pas vers un nouveau code électoral. Les 98 députés et les 70 sénateurs sont conviés dès ce vendredi 10 janvier 2025 en session extraordinaire du Parlement. L'information émane du communiqué final du Conseil des ministres réuni en sa séance du 5 janvier courant. Projet de décret portant ouverture et clôture d'une session extraordinaire du Parlement. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 43 de la Constitution, porte ouverture d'une session extraordinaire du Parlement. La dite session, qui sera ouverte le 10 janvier 2025 et close le 20 du même mois, portera sur l'examen et l'adoption du projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise. Cette étape, conforme au chronogramme de la transition, sera un autre temps fort en vue d'une élection démocratique aux lendemains apaisés. Cette session extraordinaire du Parlement vient à la suite de la dernière constituante du 10 octobre 2024, au terme de laquelle une certaine confusion avait été distillée. Aussi, est-on en droit de nous demander si le Parlement sera réuni en congrès ou les travaux des 2 chambres du Parlement se feront séparément. Dans ce cas, aura-t-on 5 jours de travaux pour l'Assemblée nationale et 5 jours pour le Sénat? Ici, chaque chambre ayant son rapport et une commission ad hoc pour adopter les amendements. Assurément, l'équipe locaux apparue après la constituante sont un boulevard pour emprunter d'autres voies. Le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndungu, s'est entretenu cet après-midi avec un émissaire membre du Parlement ougandais. Les 2 honorables ont planché leur discussion sur le raffermissement de la coopération parlementaire. Judas Flore Odembe, Valérie Charles Poulangoy. Porteur d'un message de la présidente du Parlement ougandais, Anita Annette Amon, Dr Abdel Bouanika a été reçu par le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndungu. Au cours de cette rencontre, le patron de la représentation nationale s'est fait le devoir de présenter à son hôte les progrès réalisés par les nouvelles autorités de la transition, tout en insistant sur le rôle important joué par les députés en cette période particulière, notamment en ce qui concerne l'examen et l'adoption des textes pertinents susceptibles de répondre aux attentes des populations. Cette visite témoigne de la volonté des dirigeants des 2 pays d'intensifier les liens dans le cadre du développement de la diplomatie parlementaire. Objectif, susciter les échanges par le biais d'un partenariat devant permettre aux députés gabonais et ougandais de nouer le contact et de partager une vision commune censée booster le rayonnement de nos assemblées respectives. Et puis, ces communiqués qui nous émanent des 2 chambres du Parlement. D'abord, à l'Assemblée nationale, le président de l'institution informe les honorables députés de la transition que, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Constitution et à la demande du président de la transition, la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire 2025 aura lieu vendredi, donc demain, 10 janvier 2025 à 15h au Palais. Léomba, tenue de ville sombre, écharpe et gros
Pins, c'est signé du secrétaire général. Et la présidente du Sénat de la transition porte également à la connaissance de monsieur et madame les sénateurs que l'ouverture solennelle de la session extraordinaire du Parlement de la transition se tiendra également demain vendredi à partir de 16h dans la salle des plénières, siège provisoire du Sénat de la transition au premier étage. La présence de tous les sénateurs est vivement souhaitée. Communiqué signé des mains de la présidente de la transition du Sénat, Paulette Missambo. Et puis dans la suite du journal en politique, la plateforme C'est bon, je m'engage, initiative de Noura Kassa poursuit sa caravane de sensibilisation sur la mobilisation des citoyens à s'inscrire sur la liste électorale. Elle s'est rendue dans les marchés de Nzengayong et de Kembo pour édifier les commerçants. Le point avec Patricia Lidimoulé. Lutter contre l'abstention et édifier les citoyens quant à leurs devoirs civiques, c'est l'objectif que s'est fixé Noura Kassa, cette jeune compatriote qui a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer les commerçants dans les différents espaces commerciaux, question de mieux les édifier sur les enjeux de cette caravane qui les invite à s'inscrire sur la liste électorale. J'ai voté d'abord à la prison, maintenant je suis à Saint-Michel. Quand je suis allé regarder mon nom, j'ai vu mon nom. J'invite mes frères, mes soeurs, mes enfants d'aller se faire enrouler pour voter pour qu'on change le pays. Cette sensibilisation que les jeunes viennent jusqu'à nous sensibiliser par rapport à l'étape de l'enrôlement, les avantages de notre pays, pour l'avancement de notre pays. Je trouve vraiment que c'est très important, c'est génial. À mobiliser les populations gabonaises, lesquelles doivent participer également à la construction du nouveau Gabon. Et pour Noura Kassa, les femmes commerçantes doivent s'impliquer également au processus. Notre caravane se poursuit très bien, le message se passe confortablement, nos mamans sont ravies d'avoir les informations et c'est d'ailleurs une opportunité pour elles de pouvoir recevoir sans se tracasser toutes les informations nécessaires. Une troisième journée qui a rencontré l'assentiment de tous. La caravane de sensibilisation C'est bon, je m'enrôle de Noura Kassa et ses équipes va donc parcourir tous les quartiers, y compris l'intérieur du pays. Voilà, et nous appelons également tous les citoyens à aller massivement se faire enrôler sur les listes électorales, tout comme le fait déjà cette plateforme, C'est bon, je m'enrôle, qui sillonnera tous les artères du Grand Libreville. Et du côté de Port-Gentil, dans le Goué maritime, le gouverneur est allé s'assurer également du déroulement de l'enrôlement sur les listes électorales dans les 6 centres d'enrôlement. Le point avec Christelle Ntsam et Rodin Mayolo. La préfecture du département de Benje est le premier centre d'enrôlement qui a reçu la visite du gouverneur de province. Sous la conduite du préfet Eugénie Marie-Caroline Camara, l'autorité s'imprègne du déroulement de l'opération, mais aussi des difficultés éventuelles. Le même exercice est effectué dans les centres d'enrôlement de la mairie du bord de mer et ceux des 4 arrondissements de Port-Gentil. Au terme de ce périple, Jean-Robert Nguimanang se dit satisfait. La tournée que je viens d'effectuer se rapportant à la révision de la liste électorale dans le Goué maritime et notamment pour le cas d'aujourd'hui, la commune de Port-Gentil. Il se trouve que 3 jours après l'affichage des listes et l'installation des kits, l'opération de révision de la liste électorale a bien débuté et nous venons de nous en rendre compte sur place en faisant le tour de chaque centre d'enrôlement. Et je peux me féliciter de ce que, pour l'instant, il n'y ait pas d'incident particulier à regretter. En sa qualité de premier citoyen de la province, il est impératif de servir d'exemple. Après s'être enrôlé, le gouverneur a invité ses compatriotes à emboîter le pas. Dès que les listes ont été affichées et les kits avaient été installés, nous avons publié un communiqué demandant aux populations résidant ou de passage dans le Goué maritime à venir, pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui sont déjà inscrits, à regarder et si effectivement ils sont bien inscrits, s'il n'y a pas de problème particulier sur leur patronyme, ou pour ceux qui voudraient changer de lieu de vote, qu'ils procèdent donc à toutes ces opérations-là. Pour ceux qui ont atteint la majorité, ceux qui souhaitent changer de lieu de vote, ceux qui pensent pouvoir rayer les parents ou les connaissances décédées, bref, que les populations réalisent que les opérations de révision de la liste électorale dans le Goué maritime
ont débuté et que tout se passe normalement. Initialement prévu pour avril 2025, la révision anticipée du fichier électoral s'inscrit dans une démarche de probité et de transparence, garantissant ainsi des élections crédibles et sérieuses. Nous l'annoncions en titre, depuis plusieurs jours, les ménages gabonais sont confrontés à une absence quasi totale de gaz butane. Cette pénurie visible tant dans les stations-service que chez les détaillants des quartiers a suscité l'inquiétude et l'agacement de nombreux citoyens. Claude Sajboussougou Matumba, Christian Maïnda, Adeline Kenabaga étaient sur le terrain. Ça fait 2 semaines que je parle au gaz chez moi, donc je me suis reporté un peu du côté de charbonnage ici à la station Pétro-Charbon pour me recueillir de ça. Effectivement, le gaz est arrivé, mais on demande d'attendre avoir les bouteilles l'après-midi. Le constat est identique dans plusieurs points de distribution. Des bouteilles de gaz vides entassées, témoignant de la rupture d'approvisionnement. Une situation qui pénalise de nombreux ménages. Les détaillants dans les quartiers sont en attente d'une éventuelle livraison. Vraiment, on souhaite vraiment que les gens nous livrent le gaz. Vraiment, on a vraiment besoin de ça. Parce que vraiment, tout le quartier, les gens quittent de là, ils passent dans des stations, jusqu'à comme on appelle en Zion et tout ça, là, aller chercher du gaz. Mais si vraiment ils pouvaient nous livrer comme d'habitude, vraiment, ça nous arrange, quoi. Et pour comprendre les raisons de cette situation, nous nous tournons vers la Direction générale de l'aval pétrolier et gazier qui nous dira qu'un retard dans l'acheminement du produit serait à l'origine. Le bateau est arrivé à quai tardivement, nous a confié le directeur général. Pour le consommateur, les autorités et les acteurs du secteur pétrolier doivent tirer les leçons de cet épisode afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Le matin, je suis allé à la station de Sotega, il n'y en avait pas. Je suis allé à la station du Komo. Bon, après, j'ai dû abandonner. Bon, c'est tout à l'heure, là, en allant chercher l'enfant à l'école. Je me suis dit, tiens, bon, je vais jeter un coup d'œil du côté de la station de... Et finalement, j'ai quand même trouvé... En fin de matinée, un signe de soulagement se dessinait. Des bouteilles de gaz étaient livrées dans plusieurs stations de Libreville. Une opération qui devrait se poursuivre dans les jours à venir pour répondre à la demande. Les familles peuvent, dans les prochaines heures, effectuer leur achat. Merci Claude pour ces précisions. Direction l'intérieur du pays, après plusieurs mois de défiance entre la direction générale de Comilog et le collectif de 6 syndicats, un protocole de bonne foi vient d'être signé par les deux parties sous l'égide du ministre du Travail. Michel Ndong, reportage. Après plusieurs mois de bras de fer entre la direction générale et le collectif des 6 syndicats affiliés à la Comilog, un protocole de médiation a été signé en présence du ministre du Travail et de la lutte contre le chômage. Lorsque le ministre arrive pour une médiation, il y a eu rupture de concertation. Il y a eu échec à la base. Et mon devoir était de remettre les partenaires sociaux ensemble pour qu'ils puissent discuter sur le cahier de charges présenté par les syndicats. Véritable avancée dans la recherche de l'apaisement du climat social. Être dans l'erreur, on peut mal comprendre une position, mais c'est à la suite de ce type de rencontre, ce type d'échange, qu'on finit par tous s'entendre, s'accorder et regarder dans la même direction. Repositionner les problèmes. Nous sortons avec un protocole qui nous donne un calendrier de discussion. Il faudra juste que l'on continue à rechercher la vérité. Adian Gemamba, ministre du Travail, est revenu sur la responsabilité de tout un chacun. Trouver des gens responsables. Il y a eu tout simplement une césure de communication. C'est juste cette communication a été rétablie. Je crois que tout le monde est conscient que la Comilog, c'est une grande entreprise. Il appartient effectivement d'abord aux Comilogais, mais aussi à toute la nation. Et lorsque Comilog tousse, c'est toute la République qui est inquiète. Soulignons que les partis se sont engagés et appliqué ce protocole d'accord afin de retrouver un climat social sain et apaisé. Dans le secteur éducatif, après la phase de réhabilitation, extension et relooking des internats du pays, la ministre de l'Éducation nationale a procédé cet après-midi à la réception d'un lot d'équipements pour meubler justement ces édifices. Nathalie Oquet, Gérard Mindou pour les détails. Cet important lot de matériel destiné aux internats du Gabon comporte plusieurs variétés. Des congélateurs d'une capacité de 1000 litres, 600 lits, 300 matelas, des lots de literie, des placards, du matériel de cuisine, du matériel flambant neuf pour redorer l'image et la réouverture des internats. Et dans la feuille de route
que nous avons reçus dans le secteur éducation, c'était un des points qui était très important, la réouverture des internats en République gabonaise. Et nous sommes heureux d'annoncer que cette année, nous allons d'abord lancer une expérimentation sur 3 internats et nous venons de recevoir l'équipement qui permettra à nos enfants de pouvoir dormir dans de bonnes conditions, de pouvoir également faire la restauration de ces enfants-là et d'avoir un premier modèle économique de gestion de ces internats. Appuyée par les autorités de la transition, cette dotation sera par la suite déployée dans les différents internats déjà opérationnels à Libreville et à l'intérieur du pays. Travaillons d'arrache-pied pour matérialiser la vision du chef de l'État sous la coordination de Monsieur le Premier ministre Raymond Donsima. Les équipements que nous avons reçus vont nous permettre d'ouvrir d'abord 600 places. Donc 3 internats de 200 places chacun vont permettre d'accueillir d'abord les enfants qui sont en classe d'examen. Donc nous allons expérimenter cette année et progressivement nous allons continuer à ouvrir sur l'ensemble du territoire national. Ce matériel moderne va permettre l'équipement, la réouverture dans les prochaines semaines des internats déjà opérationnels sur l'étendue du territoire, afin d'offrir à la jeunesse gabonaise un cadre propice pour préparer les examens de fin d'année. Toujours dans le secteur éducatif, nos reporters se sont rendus au complexe Léomba pour comprendre le processus d'orientation des élèves des classes de 3e et de terminale qui souhaitent poursuivre soit un cursus purement académique ou professionnalisant. Sabrina Nofieka. Dans les établissements du Grand Libreville et même à l'intérieur du Gabon, élèves, enseignants se préparent pour les phases d'orientation. Une politique impulsée par le sommet de l'État via le ministère de l'Éducation. On informe les enfants par rapport à l'orientation qui va se faire en fin d'année. Donc ça se passe régulièrement entre fin mars et début avril. On a des fiches d'orientation qu'on donne aux enfants, mais en amont, on fait des séances pour expliquer quelles sont les différentes filières qui s'offrent à eux après la classe de 3e. Les filières professionnelles et techniques sont des atouts majeurs pour permettre une meilleure insertion de la jeunesse. Le lycée technique a beaucoup plus d'avantages parce que là-bas, ce sont des métiers d'avenir, non seulement ces métiers d'avenir, mais il y a l'enseignement professionnel aussi qui est là, qui peut permettre aux enfants, après l'obtention du bac, de trouver un métier, surtout pour ceux-là qui ne veulent pas faire de longues études. Un choix, parfois difficile pour les concernés, du fait des influences externes. Je vais au lycée technique parce que les maths c'est dur, on ne peut pas aller en S. Et puis ce sont mes parents aussi qui ont décidé que je parte au lycée technique, donc je suis obligée. Je serai à l'IOB parce que la plupart des élèves de classe de terminale ayant obtenu le bac partent à l'IOB. Le processus d'orientation des élèves obéit à une stratégie menée par les conseillers d'orientation et la gouvernance des établissements scolaires. Les étudiants orientés par le SOSUP à EM Gabon éprouvent actuellement des difficultés. Selon nos reporters, ces derniers ne bénéficient pas de frais de scolarité d'une bourse d'études depuis la fin des travaux de la commission technique de bourse. Gabriel Guinan-Lemami, Ludovic Bitegué, Ulrich Moutoubier. Les étudiants orientés à EM Gabon par le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle SOSUP inquiets sur la poursuite de leurs études supérieures depuis plusieurs semaines. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi jusqu'alors ils ne bénéficient d'aucune allocation d'études et même de versement de frais de scolarité à l'établissement d'accueil. Lorsque nous avons gagné nos bourses, nous avons été orientés soit par la NBG, soit par le SOSUP. Mais nous sommes vraiment surpris de constater que jusqu'à présent, la commission technique des bourses est close depuis décembre. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu leur bac avec mention, 11 en montant, et dont les comptes n'ont pas encore été validés ni traités. Inscrits en licence 1, toutes composantes confondues, ces étudiants auraient reçu de nouvelles consignes venant de l'Agence nationale de bourse du Gabon, celle de chercher à s'orienter vers un autre établissement d'enseignement supérieur, seule condition pour bénéficier des allocations d'études. L'NBG nous demande de changer d'établissement alors que nous avons déjà acheté les tenues. Nous sommes en fin de session à EM Gabon. Qu'est-ce qu'on doit faire? De son côté, la conférence des grandes écoles privées regroupant une cinquantaine d'écoles semble ne pas comprendre la situation qui touche la plupart des établissements qui lui sont affiliés. Les étudiants sont venus nous voir parce que semble-t-il, à l'ANBG, on leur demande de partir de l'EM Gabon pour d'autres établissements privés, faute de quoi ils seront
privés de bourse. À l'Agence nationale des bourses du Gabon, selon une source rencontrée sur les lieux, on parle par exemple du quota atteint au niveau du EM Gabon. Par ailleurs, selon toujours la même source, l'ANBG voudrait que les étudiants soient orientés au sein des grandes écoles où elles tissent des partenariats. Une problématique se pose en ce moment, celle de savoir du SOSUP ou de l'ANBG à qui incombe les missions d'orientation des étudiants et d'accompagnement à travers les allocations d'études et de frais de scolarité. La ministre de l'Éducation nationale et son collègue de la jeunesse et des sports avec le président de la Fédération gabonaise de football ont signé hier soir une convention relative au projet de développement du ballon rond dans les établissements primaires pour les élèves âgés de 7 à 13 ans. Charles Ogoula, Eric Kassa. Le président de la Fédération gabonaise de football, aux côtés du gouvernement de la transition, avec un somptueux projet financé entièrement par la FIFA. Il s'agit effectivement d'un projet de développement du football. C'est un projet qui lie le sport aux études. Ces jeunes entre 7 ans et 13 ans vont apprendre sur le plan théorique et pratique les lois du jeu et tous les autres métiers du football. L'accompagnement de la FIFA consiste en la mise en place des terrains synthétiques, mais au sein des établissements scolaires. Une aubaine pour le ministère de l'Éducation nationale. Ce projet que nous allons mener conjointement va vraiment permettre de détecter des talents très tôt. C'est également la formation des enseignants. Ils vont avoir une formation de qualité et derrière, c'est toutes les valeurs du football et ça permettra de lutter efficacement contre les violences en milieu scolaire. Un projet qui vient consolider la politique sportive du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et je voudrais rendre un hommage mérité à notre président de la Fédération gabonaise de football. Nous avons mis en place avec l'ANBG un programme de sport-études. Après cette formation donc au sein des écoles, je pense que nous, au niveau du ministère, nous avons le devoir de récupérer ces jeunes et pouvoir les caser dans différents clubs et voir même au niveau de l'équipe nationale. 3 ou 4 établissements seront donc sélectionnés sur l'ensemble du territoire pour la phase de pilote avant la poursuite du projet. Charles Ogoula, Eric Kassa, restez avec nous car André Jacogan, en sa qualité de ministre de la Culture et des Arts, est allé visiter l'ENAM pour justement s'imprégner des conditions d'études et de fonctionnement. Le ministre de la Culture et des Arts est allé constater de visu le fonctionnement de l'École nationale d'art et manufacture ainsi que les conditions d'études des étudiants. Nous avons fait le tour du propriétaire. Nous avons constaté quelques problèmes que nous devons réajuster dans les jours qui viennent. Au niveau, par exemple, de la climatisation qui ne donne pas assez. La seconde partie du matériel de l'ENAM est en voie de livraison dans les toutes prochaines semaines. Séance de travail au ministère de la Santé. La tutelle a reçu les représentants syndicaux ce jeudi pour revoir ensemble les conditions des personnels de santé. Compte rendu, Yannick Menga. Le professeur Adrien Mougougou reçoit dans la salle de réunion du ministère dont il a la charge les représentants des syndicats de la santé. À l'ordre du jour, le cahier de charge de ces derniers qui, dans la forme, est à revoir. Il était question pour l'ensemble des syndicats de la santé ce matin de nous retrouver autour du patron pour évidemment lui faire comprendre les malaises, les maux qui minent notre secteur santé. Et il faut trouver des solutions en urgence. Comme nous l'avons signifié, que la maison santé va très mal. Il y a des urgences qu'il faut régler maintenant là. Le but étant l'amélioration des conditions des personnels de santé, leur mise en stage et leur montée en grade dans la fonction publique. Nous avons passé 3-4 heures d'horloge à échanger sur toutes les questions qui concernent notre département. Ça nous a permis de refaire un point sur toutes les préoccupations qui relèvent de notre département ministériel. Mais là aussi, ils l'ont reconnu, et remercie d'ailleurs le chef de l'État pour toutes les avancées qui, en si peu de temps, ont été apportées dans notre domaine. Il nous reste tout de même quelques chantiers. Il y a certaines situations telles que la situation des agents de B2, donc les infirmiers assistants,
pour lesquels nous avons une ébauche de solutions que nous leur avons proposées et qu'ils acceptent d'ailleurs volontiers. Au sortir de cette réunion, le ministre a encouragé les représentants syndicaux à faire clairement comprendre à leur base que le déploiement du personnel de santé se fait sur tout l'ensemble du territoire. Car le constat est fait que nombreux sont ceux qui, se basant sur des dires, ne prennent pas leurs fonctions ou fustigent leur affectation à l'intérieur du pays. Ce qui est une grande perte en matériel et en couverture sanitaire nationale, vu l'effort effectué par le gouvernement dans ce secteur. Dans le cadre de la valorisation des infrastructures technologiques nationales, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, s'est rendu à l'Agence gabonaise d'études et d'orientation spatiale. La visite s'inscrit dans une démarche d'optimisation des outils technologiques pour renforcer la surveillance nationale et soutenir les projets de développement portuaire du pays. Claude Sajboussougou Matumba, Louis Bester Lignongo, Marie-Thérèse Cassa. La visite débute par la présentation des installations stratégiques de l'AGEOS, notamment les antennes de communication et les systèmes de surveillance maritime et forestière. Ces outils, importants pour la sécurité et la gestion des ressources naturelles, ont suscité l'intérêt particulier du membre du gouvernement. Parmi ces systèmes, celui dédié à la collecte de données météorologiques a retenu toute son attention. Le ministre a souligné son potentiel pour renforcer les capacités de la Direction générale de la météorologie, notamment en matière de prévision climatique et de gestion des aléas naturels. AGEOS, c'est une structure qui a 15 ans aujourd'hui, donc toutes les infrastructures ont pris un peu de coup de vieux. Donc l'idée ici, c'est de mettre en contribution l'ensemble des acteurs, notamment le ministère des Forêts, des Transports, je veux dire, qui peut nous aider effectivement à améliorer ou à mettre à niveau certaines infrastructures, notamment logiciels et tout le reste. La visite s'est achevée par l'inspection d'un quai récemment réalisé par une entreprise locale. Cette infrastructure, considérée comme un modèle de référence, pourrait inspirer les futurs projets de construction de quais, notamment à Ndougou et à Lambaréné. L'avantage de ce quai, c'est qu'on transite plus facilement le matériel et on désengorge la route. Regardez un peu ici, il y a beaucoup de conteneurs qui sont là, qui rallient au Vendo par ici. Donc si on peut déjà éliminer beaucoup de conteneurs, à les faire passer par des infrastructures comme celle-ci, c'est une très très bonne chose. Cette démarche de benchmarking vise à garantir l'efficacité, la durabilité et la modernité des infrastructures portuaires dans un contexte où le développement des voies navigables reste une priorité pour le gouvernement. À travers cette inspection du jour, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma a réaffirmé l'engagement de son ministère à tirer parti des avancées technologiques et à soutenir les projets structurants pour le développement du Gabon. Poursuite de la mission de visibilité des chantiers du CTRI dans la province du Wollontem. La commune de Yem a bénéficié d'un rafraîchissement avec l'aménagement de ses voiries et la construction des établissements publics dont la supervision est menée par le ministère des Travaux publics. Envoyés spéciaux, Cyril Galeko, Michel John Boudega. L'arrivée d'une entreprise dans une localité a souvent été perçue comme une solution à l'oisiveté et au chômage pour de nombreux jeunes. Certains d'entre eux ne manquent pas cette occasion de se faire une bricole pour subvenir à leurs besoins quotidiens. L'adjudicataire du chantier routier OIM à Sok-Mézing de 36 km linéaires s'est appuyé sur la main-d'œuvre locale pour répondre aux exigences de son cahier de charge. Nous sommes là pour stopper les véhicules. Peut-être si les engins sont sur la route, on regarde de gauche à droite. J'étais au chômage. Si déjà me permet de travailler comme ça, c'est bon pour moi. En vue de donner plus d'opportunités d'emploi à plusieurs jeunes Gabonais dans ce projet qui nécessite également la présence des techniciens qualifiés sur le terrain, l'entreprise adjudicataire s'est tournée vers les autorités compétentes pour son besoin en ressources humaines. Tout à fait, l'entreprise a ses difficultés aussi. Ils ont même écrit au ministre des Emplois pour demander la main des qualifiés parce qu'ils ont eu des difficultés à recruter. Il y a même un communiqué qui a été fait au niveau de l'Union. Ils sont partis même vers aussi l'ONE pour faire une demande de la main d'œuvre qualifiée. Bon, aujourd'hui, ils ont quand même toujours ces difficultés-là parce qu'ils n'ont pas encore le personnel qu'il faut localement pour satisfaire les besoins du projet. La construction de cette route sur les normes CEMAC lancées par les autorités de la transition permettra dans un futur proche les échanges des biens et services entre les populations gabonaises et équato-guinéennes par OIM.
Et revenons avec ces communiqués qui nous émanent des deux chambres du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale de la transition informe les honorables députés de la transition que conformément aux dispositions de l'article 43 de la Constitution et à la demande du président de la transition, la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire 2025 aura lieu demain vendredi à 15h au Palais Léon-Bas. Et du côté du Sénat, la présidente du Sénat de la transition porte également à la connaissance des sénateurs que l'ouverture solennelle de la session extraordinaire du Parlement de la transition se tiendra également vendredi, demain à 16h dans la salle des plénières, siège provisoire du Sénat de la transition. Aussi, suite et fin de la cérémonie des vœux au président de la transition. Demain, vendredi 10 janvier 2025, le programme se décline ainsi qu'il suit. 10 heures vœux de l'administration centrale, des institutions et syndicats. 15 heures, vœux de la presse au deuxième étage et enfin à 16 heures, vœux du personnel de la présidence à la salle des banquets. Nous l'annoncions également en titre, le Grand Libreville fait de nouveau face à des coupures d'électricité à n'en plus finir. Pourtant, la société chargée de cette gestion annonçait une amélioration de la couverture énergétique et hydraulique dans le pays. Les populations s'interrogent au micro de Nathalie Hoquet et de Gérard Meindou. Un véritable ras-le-bol pour les populations librevilloises. En effet, tout le Grand Libreville connaît à nouveau des coupures d'électricité. Le phénomène devient récurrent. Cette histoire de délestage, c'est vraiment pas la joie. On achète des unités qui ne nous servent pratiquement à rien. À peine on paye les unités, il y a des coupures. Donc non seulement ça nous gaspille l'esprit. Par exemple, là, c'est la 3e fois. Vraiment, nous sommes dépassés ici, dans la zone d'Akébé, tout Akébéville. Je suis précisément au Pipermètre, mais quand il y a coupure, c'est tout le secteur Akébéville qui est dans le noir. D'Akanda au Vendo, Ntoum et même Libreville, la situation est identique. D'aucuns évoquent la vétusté des installations, l'utilisation des groupes électrogènes en lieu et place de centrales thermiques, comme c'est le cas sous d'autres cieux. Toute tentative pour avoir des explications est restée vaine. Pendant ce temps, les consommateurs continuent de payer le lourd tribut. Du sport dans cette édition d'information au cours de la première réunion technique de la Fédération gabonaise de boxe. Les ligues et la direction technique ont reçu un lot de matériel sportif de qualité afin de redynamiser une discipline qui a connu des moments difficiles ces dernières années. Ruth Mignolet-Sanzou, Ludovic Bitegué. Au cours de la réunion technique, du matériel a été offert aux présidents des différentes ligues du Gabon. Grâce à ce soutien matériel, les pugilistes et les encadrants pourront s'entraîner dans des conditions optimales, avec pour objectif de retrouver les sommets du passé. Avec les 30 millions de matériel que nous avons eus, et grâce à la dotation du gouvernement, mais nous avons donc profité de cette occasion de ce matériel qui est à notre disposition pour équiper nos ligues. La FEGABOX a concocté un calendrier riche en événements pour accompagner cette relance. Championnat national, Coupe du Gabon et tournoi international Omar Bongo Ndimba. Aujourd'hui, la Fondation Omar Bongo nous a donné son accord total pour organiser cet événement. Nous allons, de par cette compétition, relancer notre discipline véritablement. Ces compétitions permettront aux boxeurs de se mesurer et de représenter fièrement les couleurs du Gabon. Depuis un bon temps, on souffrait. Vous voyez comment les rings sont vétustes, tout est désuet ici. Avec l'arrivée de ces rings, puis ces gants-là, on est content et on va faire des choses dans l'avenir d'une manière aussi sereine. Les responsables ont exprimé leur satisfaction face à cet investissement qui leur donne espoir de renouer avec les succès d'antan. Comme vous le constatez comme moi, c'est-à-dire que c'est une discipline qui a pris de l'ampleur vers le bas. Alors donc, vraiment c'est une très grande joie de recevoir ce matériel. Nous étions privés de ring, du matériel de boxe. Et là, nous venons d'avoir un ring complet. Le noble art, la boxe, va bientôt redémarrer avec beaucoup d'opportunités et d'espoir. La boxe gabonaise, autrefois synonyme de médailles et de trophées, semble prête à retrouver ses lettres de noblesse.
Hier, la ministre de la Communication et des Médias. Aujourd'hui, le cinéaste Marcel Sandja qui réagit lui également au décès de notre légendaire acteur Prince de Capistran. Et c'est d'ailleurs avec cette réaction que nous marquons un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt, encore demain. C'est un peu difficile pour moi d'intervenir maintenant parce que la nouvelle a été traumatisante, surtout que j'ai quand même vécu les derniers instants de sa vie à l'hôpital. Pour parler de souvenirs, il faut dire qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sur la terre, et il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Entre les deux, il y a la vie, et pendant sa vie, Prince a été un passionné de cinéma. Passionné de cinéma, il a été un acteur qui a rencontré d'autres personnes, d'autres passionnés, notamment moi. Nous nous sommes rencontrés la première fois sur l'Auberge du Salut. Je venais de France pour participer à cette grande aventure télévisuelle. Nous étions, on va dire, les pionniers de la sitcom en Afrique subsaharienne. La série L'Auberge du Salut a été diffusée dans 57 États francophones, diffusée par CFI TV. C'est vous dire que ça a été quelque chose d'important pour le Gabon et aussi pour l'Afrique francophone, l'Afrique noire. Mais pour que ça soit cela, il a fallu du travail, il a fallu des énergies, il a fallu des talents. Et Prince de Capistran était un talent, un grand talent. Quand je le rencontre, donc je suis metteur en scène et je viens sur le plateau juste après Charles Mensa qui avait commencé le tournage de la série. Et je rencontre donc ces grandes figures, parce qu'ils avaient commencé bien avant moi, j'étais très jeune, j'avais 34 ans. Il fallait les diriger. Bon, moi je n'avais que la connaissance théorique, technique, mais eux ils avaient l'expérience. L'expérience, mais aussi l'humilité d'écouter quelqu'un de moins jeune qui vous donne des indications. Et je pense que c'est l'une des qualités qu'il avait eues. Et tout de suite, le contact est passé facilement. C'est ainsi qu'il m'a adopté comme... il m'appelait mon fils et moi je l'appelais papa. Et donc au-delà du travail, on s'est connus dans d'autres occasions et jusqu'à se fréquenter. Et il a intégré ma famille, moi aussi j'ai intégré la sienne. Voilà. Après cela, nous avons continué sur d'autres projets. Bien sûr, lorsque vous avez une grande complicité entre metteur en scène et acteur, vous faites facilement les choses. Voilà. Et ça s'est bien passé parce qu'après nous sommes allés sur un film que j'ai fait qui s'appelle Orega, que malheureusement on n'a jamais vu, qu'on a du mal à diffuser. Sur Orega, c'était une grande aventure. Nous sommes allés sur toute la province de l'Ogooué-Maritime. C'était un projet de film d'une anthologie. Et le premier film, c'était celui-là. On est allé et on a été à Gamba, Omboué, Sainte-Anne, presque tout l'Ogooué-Maritime, Port-Gentil aussi. Et il incarnait un rôle aussi, un autre rôle, Sancho, en dehors de Oncle Didi. Donc, en dehors de l'Auberge du Salut, il a incarné beaucoup d'autres rôles. Mais le plus emblématique, qui a marqué la conscience collective, c'est Oncle Didine. Et c'est devenu presque, on va dire quoi, son nom. On a oublié tous les autres rôles. Pour un artiste, lorsque vous avez eu des œuvres, vous restez dans la mémoire. Vous restez éternel parce que, vous savez, il y a les gens qui ont été marqués, mais aujourd'hui aussi avec la technologie, on reste éternel parce que tout est archivé et nous pouvons désormais voir Prince de Capistran, même si physiquement il n'est plus des nôtres. Voilà. Donc, grande perte parce que peut-être qu'on n'aura plus d'autres performances de lui. À quel âge il est décédé, mais il aurait pu faire plus que ça. Ailleurs, on fait, à son niveau, on fait, on va dire peut-être des centaines, pas des centaines, mais des dizaines de films. Voilà, et une perte pour moi parce que je n'ai plus un père qui me conseille, parce que c'était vraiment un père spirituel. Et c'est très touchant de savoir que
il ne sera plus là pour vous conseiller au-delà du cinéma.